Mardi 15 mars 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode 82. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Max Boudreau. Bien content de vous retrouver, d'autant plus, ça sent le printemps dehors, quoique je regarde dehors, il y a encore un peu de neige malheureusement, mais Max, qui dit printemps, dit également March Madness, et le March Madness est à nos portes. Comment ça va, Max? Écoute, c'est le meilleur, en tant que fan de basket, c'est le meilleur moment. Ma conjointe le sait. Cette semaine, il va y avoir beaucoup de basket à la télé, même qu'on va commencer à zapper d'un poste à l'autre parce qu'on sait que les premières journées, là, il y a 32 matchs dans les deux premiers jours. C'est le meilleur moment là, comme fan de basket. Et c'est la folie du mois de mars qui s'en vient, qui cogne à nos portes. Et là, ce qui va se passer, Max, on sait, on a tous les deux des enfants, on va se coucher tard, les enfants vont se lever tôt, donc finalement, on va être fatigué pendant tout le mois de mars, mais ça vaut tellement la peine parce que, comme tu le mentionnes, c'est tellement plaisant de regarder les matchs et le tournoi du March Madness. D'ailleurs, cette année, il y aura 6 Québécois du côté des hommes qui vont y participer, dont Bénédicte Mathurin, évidemment, et on va d'ailleurs accueillir William Archambault plus tard dans l'émission. Il va nous parler de ses meilleures anecdotes, justement, reliées au March Madness. William qui est allé 2 fois. Et Max, tout d'abord, la semaine dernière, l'Alliance de Montréal annonçait par voie de communiqué qu'elle avait enfin trouvé son nouvel entraîneur, son tout premier Mhm. entraîneur également. Et le choix s'est arrêté sur Vincent Lavandier, qu'on a la chance de rejoindre directement de France. Monsieur Lavandier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Mais bonjour à tous et merci de m'inviter surtout. Ça fait Bonjour. plaisir. Monsieur Lavandier, je vais être bien honnête avec vous. Je pense que plusieurs amateurs de basketball à Montréal, ou du moins au Québec, s'attendaient de voir un entraîneur québécois à la tête de l'Alliance. Ça aurait peut-être été la voie facile, mais ce n'est pas la voie qu'a décidé d'emprunter l'équipe. Je me demande comment se sont déroulés les pourparlers. Est-ce que ce sont eux qui vous ont contacté? Vous avez envoyé votre CV tout simplement? Je serais curieux de savoir comment ça s'est passé avec Joël Anthony notamment. Alors vous voulez savoir les secrets donc. Ben Euh, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? non, vous savez, dans le milieu professionnel, on a des représentants. Moi, j'ai des Mhm. représentants en fonction des zones géographiques. Donc là, c'est un de mes représentants qui a parlé avec Joël. Et dans le même temps, j'ai un ami avocat québécois qui m'a OK. recommandé aussi auprès de Joël. Et après, on a eu une grande discussion avec Joël de plusieurs heures, puis une autre, puis encore une autre. Puis il s'avérait qu'au fil des discussions, c'était positif, on va dire. Donc c'était simple à la fois et agréable. Et, ça s'est fait d'une manière à la fois professionnelle, mais aussi on a senti un feeling entre nous. Ouais. Et à quel point la présence d'un Joel Anthony, la crédibilité apporte là, à cette nouvelle équipe à Montréal, Vincent? Bah, je pense que vous, déjà, vous pouvez le valoriser facilement. J'ai regardé l'interview du 8 décembre qui a été fait avec Joël sur RDS. Euh, Mhm. je pense que ça met sur toute la crédibilité sur le club de Montréal et l'Alliance. Moi, c'est vrai que je l'ai vu jouer comme vous tous. En plus, il a joué avec un Français très peu connu, un certain Tony Parker, il me semble. On le Et la connaît, je petite pense. anecdote, c'est que et la petite anecdote, c'est moi j'ai coaché son père en fait, à Tony. Donc, OK. et j'ai Oh. coaché ses frères aussi, donc je le connais relativement bien. Donc c'est sûr qu'il y a un impact important de la part de Joël au sein de l'Alliance pour crédibiliser le projet qui est très important et qui, à mon avis, a un grand futur, mais il faut aller step by step. Donc c'est sûr que lorsqu'on parle avec lui, ben, on parle basket, mais pas que, on parle surtout équipe gagnante, volonté de réussir, volonté de développer des jeunes Montréalais ou Québécois, et on s'est bien matché là-dessus en fait. À quel point, justement, la présence de Joël a un impact sur votre décision à vous? Est-ce que vous seriez disposé à devenir le nouvel entraîneur de l'Alliance si Joël n'avait pas été là pour donner une certaine crédibilité à ce club-là? Euh, En fait, je fonctionne au feeling. OK. Si je n'avais pas eu de feeling enfin quand j'ai pas de feeling avec la personne par rapport à ce qu'on peut mettre en place, il n'y a pas que le basket, il y a aussi le ressenti, il y a aussi la volonté de développer un projet qui sera à la fois technique mais à la fois humain. Si j'ai pas ce feeling, moi je m'engage pas en fait.
J'ai toujours fait ça de toute ma carrière, qui a commencé il y a longtemps. Donc c'est le feeling avec Joël, la manière qu'il voit les choses, la manière qu'il veut construire les choses, qui a décidé de ma venue. Voilà. En fin de compte, je pense qu'il faut savoir prendre du plaisir au quotidien, même dans le travail. Et moi, je réagis à ça. Et il vaut mieux avoir des personnes avec qui prendre du plaisir au quotidien et être bien dans le travail que l'on fait, en fait. Et Joël, bien sûr, amène ça, à mon avis, en plus de son professionnalisme. Ouais. Pourquoi avoir choisi de quitter l'Europe et de venir en Amérique du Nord? Qu'est-ce qui vous a attiré à faire le voyage outre-mer? Est-ce que c'est une envie, tout simplement, de venir en Amérique du Nord ou vous voyez plus loin que ça? Est-ce que c'est le premier pas pour vous vers quelque chose d'autre en Amérique du Nord? Déjà, je viens souvent d'Amérique du Nord, puisque ma sœur est canadienne. Enfin, elle a Ah, reçu OK. la citoyenneté. Elle habite Laval maintenant, mais elle est longtemps à Montréal, OK, depuis plus de 30 ans. Donc, je viens souvent. Déjà, ça, c'est une bonne OK. chose. Pour le basket, je suis beaucoup attiré par l'étranger. Je voyage beaucoup en Europe, en Serbie, en Lituanie, parce que c'est du basket qui me correspond. J'ai été head coach en UK, en Grande-Bretagne, Ouais. en BBL. Donc, moi, je voulais sortir de la France depuis très très longtemps. Je l'ai déjà fait. Et l'Amérique du Nord, pourquoi pas? En fait, j'adore la ville de Montréal, donc en fait, je me pose même pas la question de savoir si c'est Et l'Amérique du Nord ou pas. C'est la ville que j'aime bien, donc c'est Montréal. C'est une tout à bonne fait. réponse. Et maintenant, Vincent, la Ligue est quand même assez jeune, la CEBL. À quel point, lorsqu'on est en Europe, on connaît cette nouvelle Ligue-là qui est la CEBL? Alors la ligue se développe énormément. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil de coachs qui sont en première division en Europe, français ou autres, notamment mes amis aussi de Grande-Bretagne. C'est une ligue qui est très regardée. Ils regardent les joueurs, ils regardent comment ça joue, les potentiels qui existent. Paradoxalement, c'est une ligue qui est regardée, même vous n'êtes pas forcément au fait, mais c'est une ligue qui prend de l'importance et qui se développe vite. Et on aime bien, quand on est entraîneur en Europe, regarder ce type de ligue. En plus, c'est l'été, donc on a du temps l'été en Europe, puisqu'on ne joue pas, à part les équipes nationales. Donc c'est une ligue qui est observée avec attention et elle grandit, elle se développe vite. Et je trouve vraiment le même rapport que la BBL, où Nick Nurse a été coach de l'année en BBL. C'est à peu près le même rapport que je vois en fait. Et c'est une ligue qui va compter dans le futur, mais vraiment. Et pas forcément que pour l'Europe. Donc, ce que vous dites, c'est qu'au niveau, du niveau de jeu, justement, ça ressemble un peu à la Ligue britannique, c'est ça? Pour vous, du moins? Oui, 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 ça ressemble. Ça ressemble aussi à certaines divisions en Europe, comme la deuxième division française qu'on appelle la Pro B. C'est un jeu Mhm. fait de vitesse et très très athlétique. Ça ressemble à certaines aussi divisions en Allemagne, même à la première division allemande sur certains types d'équipes. Donc c'est un basket qui se rapproche du basket FIBA. Et alors c'est la volonté de la Ligue d'aller dans ce sens-là. Euh, c'est c'est pas un basket, on va dire, comme moi, parce que je suis un peu plus âgé, de CBA à l'époque. Voilà, c'est un basket qui s'internationalise et qui prend les règles de la FIBA. Donc, moi, j'aime bien aller au challenge, j'aime bien aussi développer des choses, que ce soit des joueurs ou un projet, et tomber dans une ligue qui se développe et qui va dans le bon sens pour être visible au niveau mondial, ça me correspond bien. Je pense que vous avez arrivé ici, malheureusement ou heureusement, c'est selon, comme quelqu'un de plutôt méconnu, ce qui n'est pas une mauvaise chose nécessairement, parce que ça va permettre aux gens vraiment de se faire une tête sur vous à partir de zéro. Sans vouloir vous vieillir, mais vous l'avez un peu fait vous-même en disant que vous avez été coach du père de Tony Parker. Euh, Quelles sont peut-être les expériences de coaching qui vous ont marqué au cours de votre carrière et qui ont formé l'entraîneur-chef que vous êtes maintenant? Alors, j'ai commencé à 16 ans, en fait. C'est pour ça que j'étais jeune quand j'avais coaché Tony Parker Senior, j'avais 22 ans. Donc, à 16 ans, j'étais déjà entraîneur de ce qu'on appelle un centre d'entraînement pour les prospects français. J'ai eu la chance d'être assistant de grands coachs français très connus en France ou en Europe, c'est Jacques Monclar ou Greg Beugnot, et sur des équipes qui jouaient aussi la Coupe d'Europe. Et au fur et à mesure des années, j'ai coaché à peu près tous les niveaux qui existent, parce que je réagis, comme je disais, au feeling. Alors, ce qui m'a marqué, c'est simplement les rencontres que j'ai pu faire. Rencontres avec les joueurs
parce que je pense les entraîneurs doivent être au service des joueurs. Donc on découvre des joueurs, on développe des joueurs. Certains sont partis en équipe nationale, qui ont été vice-champions olympiques par exemple, ou alors même en NBA. Donc c'est ça en fait qui m'intéresse le plus en fait. C'est cette rencontre avec les joueurs, à la fin de les faire développer et aller vers l'avant. Et en termes de carrière, pure équipe, c'est les Glasgow Rocks en BBL parce qu'on avait une équipe extraordinaire et on a fait une saison juste avant Covid aussi, donc ça veut dire que ça renforce en plus cette belle année en définitive, avant des années plus complexes. Donc les Glasgow Rocks, ça a été important, mais je répète, hein, ce qui est important pour moi, c'est vraiment les joueurs et amener à aider les joueurs à devenir meilleurs et à leur donner de l'ambition de réussir là où ils peuvent aller. Alors, s'ils peuvent aller très très haut, c'est bien. S'ils vont un petit peu moins haut, mais ils ont cette ambition-là malgré tout, c'est bien aussi. Après, j'aime pas trop parler de moi, vous avez compris avec Annie, parce qu'elle a déjà diffusé dans d'autres lieux. Quel est le joueur, justement, qui vous a le plus marqué? Le ou les joueurs, peut-être, là, qui sont plus marqués durant votre carrière? Alors, il y a une joueuse et un joueur, parce que je les entraîne depuis les U15, donc depuis 15 ans, l'âge de 15 ans, et je les ai entraînés ou suivis ou développés l'été. C'est Émilie Gomis, alors vous n'allez pas la connaître, mais elle est vice-championne olympique. Elle a été en équipe de France senior à l'âge de 17 ans. Elle a fait une carrière jusqu'à 33 ans. Donc c'est une joueuse emblématique en France dans le basket féminin. Et en même temps, il y a un joueur qui a été... maintenant, il a joué en Europe, il a joué aussi aux États-Unis, il a fait la NCAA pendant 6 ans, avec la NCAA de la dernière année. C'est Angelo Zagarakis, alors c'est un Français, même si un nom grec. Et il a fait des championnats du monde de 3-3 en fin de carrière. Il a gagné la médaille de bronze. C'est deux personnes qui m'ont marqué parce que quand vous prenez des jeunes joueurs à 15 ans et que vous les suivez jusqu'à plus de 30 ans, donc 15 ans de carrière, automatiquement ça marque en fait. Et puis après, il y a eu plein de rencontres, mais c'est les deux plus importants en fait. Vincent, est-ce que le téléphone a déjà sonné de quelques joueurs agents libres qui veulent venir à Montréal? Lesquels? Il y en a eu beaucoup et je pense que ça sonne encore plus chez Joël en fait. Ah oui? Non, il y a beaucoup de monde qui souhaite venir et pas que des Canadiens. Il y a aussi des joueurs européens qui j'ai eu au téléphone qui souhaitent venir. Après, il faut trouver le bon timing parce que les saisons se chevauchent. Donc, il y a beaucoup de monde. Les noms, ça serait trop long à citer en fait. Donc, je ne vais pas trop en citer aujourd'hui. Ouais, je comprends. Mais c'était bien essayé quand même, j'avoue. Il faut un gars s'essaye, comme on dit au Québec, Vincent. Monsieur Lavandier, j'ai une question pour vous et une sous-question, et je pense que les deux vont vraiment ensemble. La première, quelle est votre philosophie de jeu en tant que coach? Très simple. Faut pas oublier que le basket, en fait, il a été créé pour faire que ça soit un sport collectif. Donc automatiquement, moi, j'aime bien le partage de la balle. C'est très important. J'aime bien que les joueurs jouent ensemble. Alors bien sûr, il y a des moments où il y a plus de duels, mais mon style, c'est d'abord poser là-dessus. En fait, c'est faire vivre le ballon, bouger sans ballon, amener de la vie sur le terrain, avoir cette solidarité aussi et cette solidité défensive. S'il n'y a pas ça, je pense qu'on ne peut pas diffuser du plaisir aux gens. Donc il y a la notion de combativité, d'engagement. Et donc je pense que c'est un jeu très simple, très compliqué à la fois, parce que la simplicité c'est compliqué. Il y a aussi un jeu fait de comment dire, de fondamentaux techniques. Je pense que le joueur peut montrer des choses dans un collectif si en termes de fondamentaux, de techniques individuelles, d'habilité, il est au max en fait. Et donc voilà, on va développer les joueurs d'un point de vue des fondamentaux techniques et à la fois les mettre au sein d'une organisation très collective. Voilà, après on ajustera les choses d'un point de vue stratégique. Ma sous-question, vous allez donc être impliqué, évidemment, dans le choix des joueurs qui vont faire partie de l'effectif. Est-ce qu'on cherche des joueurs qui vont cadrer immédiatement dans votre système de jeu, dans votre philosophie de jeu, ou on prend les meilleurs joueurs disponibles et on tente par la suite de les former justement pour qu'ils rentrent dans le moule, dans le style de jeu, dans cette philosophie de jeu-là?
Je pense que pour former une équipe, il faut aussi bien comprendre la psychologie des joueurs, la mentalité des joueurs, pour les mettre au sein d'une équipe. À mon avis, si on prend les meilleurs joueurs d'une même division, on ne va pas forcément avoir le meilleur collectif. Il faut un équilibre entre les leaders techniques, entre les jeunes joueurs qui sont là pour se développer, entre les leaders vocaux. Donc il y a un équilibre qu'on va essayer de trouver avec Joël. Et par rapport à mon style, moi, mon style, il est ouvert et à la fois très contrôlé. Donc je peux mettre tout n'importe quel joueur dedans, en fait. C'est à moi de m'adapter et à moi de trouver les bonnes solutions pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc on n'aura pas les meilleurs joueurs parce que ça ne se fait pas comme ça. Mais après, la vraie question, c'est qu'est-ce un bon joueur? Un bon joueur, c'est des joueurs qui peuvent faire gagner une équipe. Et ce n'est pas forcément des joueurs qui amènent des statistiques individuelles importantes. Des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas de grosses statistiques, mais qui sont des joueurs décisifs. Et je pense que Joël en est la première des exemples, enfin le premier exemple avec ce qu'il a fait avec Miami notamment. C'est vrai. Monsieur Lavandier, le nouveau règlement de la CEBL, bon, avec ce nouveau règlement-là, on doit avoir 6 joueurs du Canada au sein d'effectifs, 3 places pour des joueurs étrangers, américains, et on a une nouvelle place maintenant pour un joueur non américain. Est-ce qu'il serait permis de croire que ce joueur-là risque d'être français ou britannique, ou du moins un joueur que vous avez peut-être coaché ou côtoyé au cours des années en France ou en Grande-Bretagne? Est-ce que vous avez déjà des idées en tête pour cette place? J'ai trop d'idées en tête en fait, OK, donc bon. il n'y a pas assez de place. C'est bien. Pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Mais après, on peut très bien aussi, il faut que je relise le règlement, mais il me semble qu'on peut en avoir plusieurs aussi d'internationaux. Si on diminue le nombre Ouais, de joueurs bien, américains, on peut avoir plusieurs ouais. internationaux. Exact. Donc pourquoi pas plusieurs internationaux. Et oui, j'ai beaucoup d'idées. Donc Bon, peut-être des joueurs que j'ai côtoyés ou que je connais en fait personnellement, c'est possible. Voilà. Après, parfait. C'est bon ça. on aura la surprise. Mais c'est vrai que Montréal, c'est une ville multiethnique, multiculturelle. Donc je trouve que c'est une richesse si on arrive, nous aussi, à amener au sein de cette équipe-là cette idéologie et cette vie montréalaise en définitive. Ouais, tout à fait. Et Max? pour terminer, M. Lavandier, la saison va commencer dans à peu près 2 mois. À quoi vous attendez là, de cette aventure avec l'Alliance de Montréal? J'attends une belle aventure déjà. Ça, c'est le principal. Non, mais c'est peut-être j'attends aussi essayer d'amener au sein de l'organisation ma passion, en fait, mon expérience de différentes ligues, de différentes équipes avec qui j'ai travaillé. M'amener aussi un petit peu enfin, amener ce que moi j'aime faire, au sens, on va dire, français de la chose. Donc, non, le plus important, c'est d'amener de la passion, essayer de progresser de match en match, et puis on verra à la fin. Voilà. En France, on aime bien dire ça. On va prendre match par match et on verra à la fin ce qui se passera. Ouais, c'est ça. Ouais, et je peux vous dire que c'est une expression qu'on entend également beaucoup en Amérique du Nord et ça dans tous les sports possibles et inimaginables. Monsieur Vincent Lavandier, merci encore beaucoup pour avoir accepté notre invitation ce matin. On vous souhaite tout d'abord la meilleure des chances dans vos nouvelles fonctions. On a bien hâte de vous parler, mais cette fois-ci en personne et de ce côté-ci de l'Atlantique. Je vous remercie. Il y a une petite chose pour la prochaine Oui? fois. Appelez-moi Vincent, ça sera plus simple. Ah, parfait. Parfait. Merci, C'est bien Vincent. noté, Vincent. Merci beaucoup, Merci à Vincent. vous. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, donc la saison, Max, qui s'amorce sous peu dans la CBL, j'ai vraiment hâte. Et j'espère vraiment qu'on va avoir une belle équipe de RDS et qu'on aura la chance d'amener nos enfants à Verdun, pourquoi pas, pour aller voir ce premier match, ainsi que les autres également, de l'Alliance de Montréal. On vous rappelle la saison qui s'amorce dans un peu plus de 2 mois, donc au mois de mai. On aura la chance également de voir Charles Dubébret, du côté de Exact. Ottawa, être coach contre Vincent Lavandier, puisque c'est Vincent et non Monsieur Lavandier. Donc, on aura la chance de voir tout ce beau monde dans 2 mois à peine. Max, évidemment, on en parlait plus tôt, le March Madness qui frappe à nos portes. Comme on le mentionnait, il y aura 6 Québécois également qui seront présents. Et on va d'ailleurs en parler avec William Archambault. Et William, d'ailleurs, qui nous parlera également de ces histoires du March Madness. William qui a eu la chance d'y aller 2 fois, dont la première fois d'ailleurs, Max, à Buffalo. Est-ce que tu étais justement de ce match-là entre Davidson et l'Université Maryland? Non, malheureusement.
ça fait déjà un petit bout, là. Je retrace où j'étais, mais me souviens pas que. Je me souviens que j'étais pas à l'aréna des centres de Buffalo, là, je pense que c'était le KeyBank Center ou je me souviens plus c'était pas le nom de l'aréna. Mhm. Mais je me souviens que j'avais regardé le match à la télévision, mais est-ce que je pense que nous, après notre tournoi de conférence, on s'est fait éliminer cette année-là. Je pense qu'on a eu une semaine de congé qui était la semaine de relâche. Et je pense que Mhm. j'étais retourné à Montréal pendant cette semaine-là, mais je me souviens d'avoir regardé les débuts de Will et aussi de Max Paulus dans le March Madness. Donc, William Archambault qui sera avec nous sous peu, mais écoutez, on peut déjà vous parler du March Madness. Donc, les 6 Québécois qui sont là, Ezedike du côté de Yale, qui va jouer vendredi contre Purdue dans son premier match. Nathan Caillot de Richmond. On sait, Richmond, il y a plusieurs Québécois qui ont la chance de Oui. jouer du Donc, côté de Maurice Richmond. Joseph aussi, mon ancien coéquipier qui est assistant entraîneur là. Et Ah, un ouais, fait cocasse, Francis Cédric Martel, qui est un ancien ancien Momo. de Montmorency, de Mhm. Momo, est allé acheter un billet d'avion à la toute fin parce que Richmond était 6e tête de série dans le tournoi, donc n'était pas parmi les favoris pour gagner le tournoi. C'était Davidson, dans le fond, l'ancienne équipe à Will et Max qui était classée numéro 1. Et quand ils se sont rendus en finale, Francis Martel a pris un billet d'avion, il jouait à Washington, puis il a été capable de se rendre la veille pour assister à la finale. Et Richmond, là, c'était quand même un excellent match, très serré. Deux équipes là, qui n'ont pas beaucoup de revirements. C'est une belle victoire là, pour les Spiders, donc dont Nathan Caillot là, qui joue en ce moment pour cette équipe-là. Ouais. Mais je voulais juste lancer un petit clin d'œil à mon ancien coéquipier Maurice Joseph qui a gagné en tant qu'entraîneur adjoint là, avec les Spiders de Richmond. Les autres Québécois, Olivier Maxence Prosper, évidemment de Marquette, qu'on connaît bien, Tyrese Samuel de Seton Hall, Georges Lefebvre de l'Université du Vermont, et je pense que tous les yeux seront rivés vers Bénédicte Mathurin et les Wildcats de Ah l'Université ouais. Arizona également. Première tête de série de leur section de tableau, et on aimerait bien voir Bénédicte Mathurin terminer sa carrière universitaire avec un championnat national Ma américain. Ce question, serait assez formidable. ma question à toi, Alex, est-ce que tu as fait ton bracket déjà? Est-ce que tu as mis Arizona jusqu'à la fin? Pour répondre à ta question, non, je ne l'ai pas encore fait et je ne veux pas te dévoiler mes secrets. Euh, mais je pense que oui. Je pense que oui, je vais mettre les Wildcats de l'Université Arizona jusqu'à la fin. Est-ce- Simplement parce que c'est un souhait, comme je le mentionne, de voir Bénédicte Mathurin terminer sa carrière universitaire Incroyable. en beauté. Je crois que William Archambault est maintenant avec nous. Son erreur? Non, bon, on va attendre donc que William Archambault revienne. Euh, Ah, il est Ah, il est là! Je suis là. Le là. beau William Archambault, voilà! On Je vous écoute l'attendait. depuis Comment ça va, Will? tantôt. Je vous écoute depuis Il est là, tantôt. mais il répond pas. Will, t'es où? Donc, William, comme je mentionnais plus tôt, tu as eu la chance d'aller 2 fois au March Madness, une fois au NIT. On parlait plutôt de Ben Mathurin qui en sera donc à son premier March Madness. Et si on t'a invité ce matin, c'est justement pour que tu nous racontes comment ça se passe dans ta tête lorsque tu sais que tu vas jouer pour la première fois au March Madness. Tu en as entendu parler pendant des années, tu as travaillé toute la saison pour te rendre là, et là, tu sais que tous les yeux seront là, tu sais que tes matchs seront à la télé américaine, tu sais que tout le monde va regarder ça. Comment ça se passe, la préparation? Est-ce qu'on est naïf, on va là, puis ben, on va jouer au basketball, c'est un match comme les autres? Ou si vraiment les entraîneurs te préparent, écoutez, ça va se passer comme ça, parce que c'est tellement différent avec les journalistes, les questions de tout le monde qui viennent de partout. Comment ça se passe à l'aube d'un premier March Madness? En tout cas, toi, tu l'as vécu comment? Ben regarde, Ça fait longtemps, là, mais ta question est vraiment. Non, mais oui, en effet, ça fait très longtemps. Puis l'affaire, c'est que tu m'as posé plein de questions dans ta question, là. Mais c'est sûr que probablement que mentalement, en tant qu'athlète, tu te prépares pour un moment comme ça, là. Tu sais, comme tu le dis, depuis le début de la saison, ton but, c'est oui, gagner ton championnat de ta conférence. Mais après ça, c'est de te rendre dans le tournoi de la NCAA et par la suite, continuer à avancer graduellement aux prochaines rondes. Et tu le sais que tu vas jouer contre d'excellentes équipes. Et tu le sais que ça va être une expérience de vie remarquable. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que
quand tu es rendu un athlète à ce niveau-là, tu ne veux pas te faire distraire ou tu ne te fais pas distraire par les caméras, tu ne te fais pas distraire par les partisans qui sont là parce que, en tout cas, moi, dans mon temps, on avait quand même beaucoup de partisans à nos parties. Et notre entraîneur, Coach McKillop, faisait exprès pour céduler des matchs contre de grosses équipes en début de saison Ouais, pour qu'on je me rappelle. puisse être prêt si jamais on se rend dans le tournoi de la NCAA. Donc, c'est des raisons pourquoi on a joué des Duke de ce monde, des North Carolina, des UCLA. On jouait des matchs pré-saison contre l'Université de Texas, contre Clemson aussi. Donc, une fois qu'on se rend dans le tournoi de la NCAA, ben, on n'a pas peur d'affronter des équipes comme dans le temps, comme tu as mentionné, Maryland, la première fois qu'on est allé, contre Gonzaga, Georgetown, Wisconsin, Kansas. Nous autres, c'était business as usual. On avait déjà joué des équipes remarquables, des joueurs qui allaient se rendre dans la NBA. Fait que, tu sais, c'était pas quelque chose qui allait nous impressionner jouer contre ces équipes-là. Là, c'est sûr que tu as le voyagement. Tu te promènes un petit peu plus, tu ne sais pas où est-ce que tes premiers matchs vont être. Souvent, c'est loin de ta maison. Mais encore une fois, en termes de préparation, nous autres, notre entraîneur, dans le temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il bookait des fois des matchs à l'autre bout des États-Unis. On avait des matchs en Californie, malgré le fait qu'on était, nous autres, en Caroline du Nord. Puis c'était juste vraiment pour nous déboussoler, nous mettre dans un environnement différent. Et aussi, tu sais, nous préparer pour un changement, on pourrait dire, de fuseau horaire si jamais on aurait à faire ça dans le tournoi de la NCAA. Fait que ça, c'est vraiment côté préparation. Puis après ça, tu sais, tu te mets dans la peau de l'athlète. Oui, il y a des caméras alentour de toi. Oui, tu le sais que tu as des millions de personnes qui vont te regarder à la télé. Mais une fois que le match commence, là, ton mindset, c'est mais regarde, je vais me concentrer dans le moment présent. Je sais exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai été préparé pour ça depuis le début de la saison. Donc, c'est vraiment de le voir une minute à la fois, un jeu à la fois, une game à la fois. Oui, célébrer une fois que tu as gagné le match et que tu accèdes à la prochaine ronde, mais 30 minutes après avoir célébré cette victoire-là, c'est fini. Tu te concentres sur le prochain match, puis ça finit, ça finit là. Donc, essentiellement, ce que tu me dis, c'est que c'est peut-être plus facile pour les gros programmes qu'un petit programme qui joue devant pas nécessairement beaucoup de spectateurs et là, qui arrive peut-être pour la première fois devant un aréna rempli à craquer. Ce que tu me dis essentiellement, c'est que Coach McKillop vous a vraiment, vraiment bien préparé pour le March Madness. Dans mon cas, c'était ça. Puis Ouais. là, après ça, si tu veux faire le parallèle avec Bénédicte Mathurin et les Wildcats de l'Arizona, ben, eux autres, ils jouent contre des équipes exceptionnelles tout au long de la saison régulière. L'affaire, c'est que lui et son équipe vont avoir un différent type de pression. Là, c'est les attentes qui sont extrêmement hautes. On s'attend qu'ils avancent au moins jusqu'au Final Four en raison du haut classement Ouais. dans leur tableau. Contrairement à des équipes comme la mienne, on va dire si l'équipe de Max serait rentrée dans le tournoi de la NCAA, Bon, nous autres, c'est les beau, attentes sont Will. extrêmement... Pas le faire dans la plaie, là. si les attentes, il n'y en aurait pas eu d'attentes. Donc, c'est juste de se dire, regarde, est-ce qu'ils sont capables d'être une histoire Cinderella, une histoire Cendrillon et buster une coupe de brackets, de tableau? Oui, non. Fait que, nous autres, on n'avait pas de pression, comme je disais. C'était vraiment une partie, une game à la fois, mais je pense que ce mindset-là aussi, même pour les gros programmes, il faut l'avoir. Est-ce que tu as eu plus de. La deuxième fois que tu es allé, et sans vouloir tourner le fer, t'appeler à toi, lorsque vous avez perdu contre Kansas, est-ce que dans cette run-là, dans ce March Madness-là, tu la ressentais, la pression, chaque fois que tu avançais, ou encore une fois, vous jouiez sans pression, entre guillemets, et c'était une belle histoire et c'était parfait comme ça? Non, mais en tout cas, je jouais pas autant de minutes que Max et Steph Curry, évidemment. Mais je pense que j'avais un rôle clé quand même tout au long de la saison pour l'équipe. Moi, personnellement, je ressentais pas trop la pression. Puis je pense pas que les autres joueurs le ressentaient non plus. Comme je disais, tu es dans le moment présent, tu as le plan de match, tu es comme rodé comme un robot le rendu là. Hein? Rendu en fin de saison, là, tu as tellement d'habitudes qui ont été bâties tout au long de la saison. Tu as un système qui a été intégré par l'entraîneur. Chaque petit détail dans la pratique est fait en sorte qu'il soit appliqué dans une partie et que finalement, on va dire que tu es placé sur un certain
une certaine place sur le terrain, que tu vas avoir le réflexe de faire une certaine action par la suite. Donc, rendu là, tu es prêt, tu es gearé pour que tu puisses jouer au plus haut niveau possible. Donc, tu es rendu à la fin, quand tu es rendu au March Madness, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu ne vas pas modifier ta stratégie en tant qu'entraîneur. Tu ne vas pas monter ton cran comme joueur rendu au tournoi. Tu sais, à un moment donné, là, il faut que tu bâtisses sur ce que tu as bâti au courant de la saison. Puis après ça, c'est sûr que, comme tu le sais, c'est une game. Donc, des fois, les shots vont rentrer, les shots, tu ne vas pas les réussir. Puis, tu le vois avec les tirs de demi-terrain à la dernière seconde qui rentrent finalement. Tu vas avoir un upset, un Virginia qui va perdre contre un 16e tête de série. Ça arrive des fois. Mais c'est ça. Will, as-tu une anecdote que tu peux compter au balado sur cette run-là que vous avez vue en 2008? Quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas? Ben, chose que vous. En fait, ça fait tellement longtemps, là. Ça fait vraiment longtemps, mais une chose que. Là, LeBron James était à votre match. Est-ce qu'il vous a parlé avant la contre game Wisconsin, quand vous avez joué contre Wisconsin? Ben, ce match-là contre Wisconsin, oui, on l'avait vu LeBron James. Puis encore une fois, on était, je pense que c'était au Ford Fieldhouse à Détroit. Puis l'affaire que moi, ce que je me souviens le plus, c'était le fait d'être sur un terrain surélevé, dans un aréna de football, où est-ce que quand tu lances, tu sais, dans le panier de basket, là, puis en arrière, tu vois juste, c'est comme des estrades qui montent vraiment loin en arrière. Puis la perception quand tu décochais ton tir, c'était vraiment différent que quand tu es dans un gym et que tu as un mur à 10 pieds en arrière du panier ou on va dire à 50 pieds. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment, je te dirais, un peu plus difficile à gérer quand on jouait. Puis on n'avait pas vraiment remarqué les gens alentour du court, malgré le fait qu'on s'était fait dire « Ouais, LeBron James est là ». Et il nous avait donné des chandails « Witness ». Tu sais, dans le temps, il y avait comme quelque chose qui disait Witness, Nike. Ben, ils nous avaient donné des chandails Witness avant la partie. Donc, on avait porté ça quand on était embarqué sur le terrain. Je pense que j'en ai encore un dans mes boîtes là, à la maison. Là. Mais ça, c'était quand même cool. LeBron James qui nous a donné ça. Autre que ça, une chose qui était vraiment cool, c'est quand on était à Détroit, on avait beaucoup d'amis qui sont descendus nous voir. Là, fait que ça, c'était quelque chose c'était vraiment le fun de pouvoir voir nos amis, nos partisans du Québec donc Max, hein, c'est nous ça. encourager. Ah oui, non, Max avait fait le voyage. Mais je me souviens, je me souviens de ce match-là, l'écouter à la télé à Buffalo. Puis, je ne sais pas si vous connaissez, mais le père à Max Paulus est toujours au parti. Il était là à Champlain. Puis, il siffle extrêmement fort. Je me souviens, pendant le match, on l'entendait siffler, puis il y a à peu près 50 000, 60 000 personnes. Et tu pouvais entendre le père de Max Paulus qui sifflait. Tu l'entendais, c'était incroyable. Et non, j'ai malheureusement pas été là, mais moi, j'étais partisan. Écoute, j'ai regardé toute la run, c'est sûr, puis je voulais que mes deux chums se rendent le plus loin possible. Et malheureusement, moi, j'avais perdu en finale de conférence pour me rendre au March Madness. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. C'est extrêmement difficile. Les gens ne connaissent pas, mais le fait que Will s'est rendu aussi loin dans un tournoi de March Madness, il faut le faire parce que c'est extrêmement difficile. Et il y en a seulement 2 Québécois qui se sont rendus aussi loin, là, si je me trompe, jusqu'à présent. Peut-être Bénédicte va se rendre un peu plus loin et peut-être gagner aussi. Là, ce serait notre souhait. C'est quand même incroyable d'avoir que moi je connaisse Will et Max qui se sont rendus aussi loin. Ouais. C'est extrêmement difficile. Là. C'est pas donné de se rendre aussi loin dans le tournoi de March Madness. Non, puis même pour les grosses formations, même pour les Dukes de ce monde, pour les North Carolina, tu peux te rendre une année très loin et par la suite, tu peux subir une élimination hâtive. Tu ne sais jamais quand tu vas te rendre au Final Four ou en finale. Tu ne peux pas tenir ça pour acquis que tu vas y retourner chaque année, même si tu joues pour Duke. Brièvement, messieurs, en terminant, bon, on en a glissé un beau. Bénédicte Mathurin et le Wildcats de l'Université Arizona, première table de série dans leur portion de tableau éliminatoire. Est-ce que vous sentez que les gens réalisent à quel point ce que Bénédicte est en train de faire va se produire au repêchage? Est-ce que vous pensez que les gens le réalisent, qu'il a le potentiel? Et là, je ne veux pas mettre
trop de pression pour lui, là. Mais il pourrait bien devenir le meilleur joueur québécois de l'histoire dans la NBA. Peut-être même meilleur que Lugansdor, meilleur que Chris Boucher. Ce qu'il est en train de faire dans la NCAA, c'est quand même assez exceptionnel. En finale du Pac-12, souvent, oui, on gagne, mais Bénédicte a été un joueur d'impact marquant tout au long de la saison pour la deuxième meilleure équipe au pays, selon classé deuxième selon Associated Press. 27 points contre UCLA pour permettre à son équipe de l'emporter. Il est non seulement la prochaine grande vedette québécoise, mais pourrait bien être la prochaine grande vedette du basketball, une des vedettes, parce qu'évidemment, il y a un tonne de bons jeunes joueurs, et sans vouloir mettre trop de pression, mais est-ce que vous sentez que les gens, peut-être au Québec, réalisent l'ampleur de ce qui va se passer, ou ce qui est en train, du moins, de se passer avec Bénédicte Mathurin? Ouais. Moi, je te dirais que dans le monde du basket, les gens le réalisent. Les gens sont très au courant de Bénédicte Mathurin depuis maintenant quelques années. On a vu sa performance quand elle était au NBA Academy. On l'a vu grandir au cours des dernières années. On a vu ce qu'il a fait l'année dernière à Arizona, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour le tournoi de la NCAA en raison de sanctions imposées par eux-mêmes, par l'organisation des Wildcats. Mais on a vu exactement. Puis là, ce qu'on voit, c'est vraiment une ascension comme étant un des meilleurs joueurs de sa QV dans la NCAA. Il va être repêché dans le top 5, fort probablement. Et dépendamment aussi de sa performance dans le tournoi de la NCAA, ça se peut que son stock ou l'intérêt des équipes de la NBA continue à s'accentuer. Puis ça ne me surprendrait pas. Bénédicte, ce qu'on voit, c'est que c'est un joueur qui est très athlétique. Il a déjà le corps d'un joueur de la NBA. Son tir de 3 points est quand même très bon. Il joue très bien en transition, puis il joue de la très bonne défensive. Et je pense que son jeu, en tant que joueur de basket, va être peut-être mieux adapté au niveau de la NBA qu'au niveau universitaire. C'est pas un joueur de système. Une fois que tu l'intègres vraiment dans la NBA, où est-ce qu'il va avoir un peu plus de liberté, il va pouvoir vraiment devenir un joueur plus complet, je crois, malgré le fait qu'il est quand même très complet. Mais pour répondre à ta question par rapport au fait que peut-être qu'au Québec, on n'est pas peut-être au courant ou conscient de ce qu'il est en train d'accomplir. Je pense que niveau basket, pour les gens du basket, oui, on est au courant. Mais les autres médias devraient prendre un peu plus connaissance de ce qu'il fait. Puis probablement, c'est ça qui va arriver au courant du run pendant le March Madness. À chaque fois qu'il va avancer, qu'ils vont gagner une ronde, on va parler de Bénédicte Mathurin, le Montréalais, le Québécois, le Canadien qui joue pour Arizona, qui est en train de les aider à avancer dans le tournoi et possiblement se rendre dans la grande finale. Et là, tu vas avoir les TSN de ce monde. Puis après ça, comme on a déjà vu, les Sportsnet, RDS, on en parle. Là, après ça, tu vas avoir Radio-Canada, tu vas avoir TVA, tu vas avoir plein d'autres médias qui vont commencer à s'intéresser un petit peu plus. Et c'est certain que par la suite, le nom de Bénédicte va être reconnu à travers le Canada un petit peu plus. Oui, assurément. Donc, on souhaite la meilleure des chances à Bénédicte Mathurin qui amorcera son tournoi vendredi, le 18 mars, à compter de 19h27. On veut vous mentionner également, tous les matchs du March Madness seront diffusés sur RDS en direct, ou RDS direct, du moins sur le rds.ca. Donc, vous aurez vraiment le choix de regarder tous les matchs sans commentaire, toutefois, mais tous les matchs seront donc sur le web. Donc, pourquoi pas? Lorsque vous êtes au travail, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire, mais lorsque vous êtes au travail, vous ouvrez une petite fenêtre sur le rds.ca et vous écoutez le match de Bénédicte ou des autres équipes ou de votre équipe préférée en même temps que de travailler. William Archambault, parlant de travail, je pense que tu dois malheureusement retourner au travail. Malheureusement pour nous, du moins. En effet. On te remercie encore beaucoup pour ton temps ce matin. Toujours un plaisir. On se retrouve bientôt à RDS. Merci. Salut, Will. Bye. Max, on passe de la NCAA, si tu le veux bien, à la NBA et des Raptors de Toronto. Qu'est-ce qui se passe avec les Raptors de Toronto? C'est tellement une saison étrange, je dirais. Les Raptors qui ont connu un très bon début de 2022. Là, par la suite, coup sur coup, on perd contre les Pistons, on perd contre le Magic, les deux pires équipes de l'Est. On va perdre contre Cleveland. Et là, on se dit, bon, ça va être compliqué. Le reste du voyage de 6 matchs va être compliqué. On commence avec une défaite contre Cleveland, comme je le mentionne. Et là, on se dit, par la suite, là, San Antonio à San Antonio, avec une possibilité que Coach Pop devienne l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire.
Phoenix, Ouais. Denver, Lakers, Clippers. Et là, on se dit, ça va être difficile. Bon, défaite contre Cleveland, parfait. La chaîne va Match débarquer. convaincant. Ouais, la chaîne va débarquer. On a Fred VanVleet qui joue sur une jambe. On a OG Anunoby qui a un doigt fracturé. Qu'est-ce qui Gary va se Trent n'est pas passer? capable de marquer Ah, un panier, un ou réussir un 3 tir de points. 3 points. Hey, écoute, on a fait le Là, match ensemble contre ah Orlando ouais. et on se disait tous, puis même au balado, on s'est dit, la situation des Raptors après ce long voyage-là dans l'Ouest va dire s'ils vont être dans les séries ou ils vont être en train Ouais. de se batailler pour le play-in. Et honnêtement, après la défaite contre Détroit, on s'est dit, bon, OK, ça se peut, tu viens de gagner contre Brooklyn back-à-back, beaucoup d'émotions dans ce match-là, tu retournes à la maison, les partisans sont de retour, tu joues flat contre Détroit. OK, c'est Dwayne Casey, on sait que les Pistons ont le numéro des Raptors, je pense, dans les 2 dernières années ou les 8 derniers matchs, ils ont 8 victoires de suite. Puis c'est une équipe de bas fond. Mais le match contre Orlando, ça a été la même chose. Tu n'as Écoute, aucune raison de perdre ça. Gary Trent, pas capable de réussir un tir, même si sa vie dépend. Fred VanVleet n'était pas là. Là, après ça, bon, tu te dis, on s'en va à Cleveland. Comme tu dis, on perd à Cleveland un match serré. Difficile. Mais Malachi Flynn se blesse. T'as Nick Nurse qui commence avec Scotty Barnes comme meneur de jeu parce que tu veux pas faire confiance à Benton. Là, après ça, on perd ce match-là. Là, tu te dis, OK, c'est la dégringolade totalement. Puis en même temps, tu as Eh ben l'effervescence des non! Nets avec Kyrie, avec Kevin Durant qui joue basket inspiré, si je pouvais dire. Ouais. Ben non, l'effet contraire. On gagne à San Antonio. Je pense que c'est toi puis Will qui avez fait ce match-là. Comme tu Ouais. l'as dit, c'est un match difficile à aller chercher parce que c'est sûr que les Spurs voulaient aller gagner le match pour Pop, pour Coach Pop. Puis après ça, écoute, la victoire à Phoenix, c'était incroyable. Trent Jr. s'est réveillé, 42 points pour lui. Après ça, on va jouer à Denver. C'est Siakam, Chris Boucher, 13 rebonds, je pense, dans ce match-là. Ouais. Et 33 points hier, pour Siakam. ouais, 33 points pour Siakam contre Denver. Et hier, contre les Lakers, je veux pas dire que c'était un walk in the park, mais je pense qu'on s'est texté après Ouais, c'était genre les 22 à 8 4, là. premières minutes, puis c'était par 22 à 2. 24. 22 à 2, Ouais. ouais, c'est ça. Puis écoute, j'ai écouté un peu le match, puis de un, j'étais tellement content pour les Raptors, mais de l'autre, je regardais LeBron James, puis si tu pouvais voir une genre de bande dessinée de LeBron James en ce moment, là, puis tout ce qu'il pense dans sa tête, là, Espèce ça de serait bulle, là, tu vois incroyable. juste des signes puis des. Ah Ouais, c'est ça. ouais, parce que Je je pense que ce pense qu'à un serait moment juste donné, des mauvais mots. ils l'ont vu sur TSN, il revient au banc, puis tu sais, il veut même pas donner le. Habituellement, tu sais, c'est une habitude, tu donnes des genres de high five, des low five à tous les joueurs, puis c'est juste, il était assis, puis il a dit, moi, je veux rien savoir. Puis, écoute, Ouais. ça va pas bien avec les Non, Lakers vraiment pas et bien. Monsieur LeBron. Mais hier, Max, Scotty Barnes a été exceptionnel. 15 de ses Ah oui. 21 points au premier quart seulement. S'il n'avait pas Contre été LeBron en James problème de aussi, faute hein. rapidement. Exact. Contre LeBron. Et s'il n'avait pas été en problème de faute rapidement, là, on aurait pu avoir droit vraiment à un match exceptionnel de Scotty Barnes. Quel choix au Ah repêchage oui. de Masai Ujiri. Pour revenir sur le point de LeBron James, je comprends qu'il revient au banc, l'air bête ou peu importe, il ne veut pas donner la main à personne, mais comme on l'a dit avec Peter, LeBron aussi est à blâmer là-dedans. C'est LeBron qui a amené Carmelo Anthony. C'est LeBron qui a amené ces amis-là. Comme je posais 100%. la question à Peter, est-ce que LeBron James est le pire directeur général de la NBA présentement? Présentement, Mais c'est là, ça le problème. il y a entre autres que lui à Est blâmer. payé. LeBron James est payé pour jouer au basket, mettre le ballon dans le panier, comme on Et, dit. et il le fait Il n'est très pas bien. payé pour ramener. C'est ça, mais il le fait super bien. Puis s'il se concentrait juste à ça, tu sais, déjà que Sky is the limit, Sky serait en haut de ça. Le problème, c'est qu'il a décidé d'amener son boys band ou son club avec lui en pensant que ça allait fonctionner cette année, qu'on allait all-in. Mais dans notre entrevue avec Vincent, il expliquait que c'est pas n'importe quel joueur que tu as besoin. Là, c'est pas juste du talent qu'il faut que tu amènes. Il faut que tu amènes des joueurs qui ont quand même d'avoir une chimie ensemble. Ça me faisait penser au retour de Draymond Green hier avec les Warriors. Ouais. Mais du côté des Lakers, la blessure à Anthony Davis fait excessivement mal parce que Russell Westbrook est pas l'ombre de lui-même. Je disais une statistique que Russell Westbrook a même pas eu un triplé cette année.
Lui qui avait une moyenne de triplés dans sa dernière année ou il y a 2 ans. C'est quand même incroyable de dire que ce gars-là, après 2 ans, et je ne veux pas dire plus l'ombre de lui-même, mais carrément un autre joueur qui est dans un système qui n'est pas trop sûr quoi faire. Mais écoute, LeBron hier, 30 points, puis après ça, le deuxième meilleur joueur, c'est THC avec 20 points du banc. Tu sais. Sur le 5 partant, il n'y a pas personne d'autre que James à 30 points, puis après ça, Westbrook en 14. Donc pour les Lakers, là, c'est Max, la dégringolade totale. La chaîne a ouais. débarqué à LA, ça c'est sûr. Parce que, tu sais, on dit que LeBron James n'est pas nécessairement un bon directeur général, entre guillemets, mais comme joueur, comme on le mentionnait, il est excellent. Au mois de mars, 34,6 points par match. Il y a 2 performances de 50 points aussi. Comme tu Ouais, le dis, il n'y a absolument pas d'aide. On a décidé d'amener Russell Westbrook. Parfait. Pas de Westbrook qu'on avait besoin. C'est d'un franc-tireur qu'on avait besoin du côté des Lakers. Et ça manque encore cruellement du côté de LA. Tu parlais des Raptors de Toronto. Maintenant, un seul match des Cavaliers de Cleveland et du ouais, 6e rang dans l'Est. Malheureusement, bon, en vertu de cette victoire-là des Cavaliers contre les Raptors de Toronto, ben, ce sont les Cavaliers qui ont le bris d'égalité sur les Raptors. Donc, si on a une fiche égale, ben, ce sera les Cavaliers qui termineront 6e. Pour les Lakers, la chaîne a débarqué, oui, mais présentement, bon, on est 9e. On a quand même un certain coussin de 2 matchs et demi par rapport aux Trailblazers de Portland qui sont 11e. Donc, on est toujours dans les matchs de bris d'égalité du côté des Lakers de Los Angeles. T'en as glissé un mot, Max. Kevin Durant qui est revenu au jeu. Et quand même, quel retour au jeu pour Kevin Durant au mois de mars. 31 points, 37, 14, bon, 25 et non seulement c'est 25 points, mais c'est 25 points, 14 rebonds. Et contre les Knicks de New York, dans un match complètement fou, ouais. 53 points pour Kevin Durant, 9 passes décisives, 2 vols de ballon, 6 rebonds. Et ça a été tout un match. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le regarder, mais c'était quand même assez drôle lorsqu'il disait Oui. à Evan Fournier, tu es trop petit pour me surveiller, Evan. Lorsque Kevin Durant Mais décide là, de mettre le Mais ça ballon se dans le souvient. panier Mais ça revient, excuse-moi, là, que tu l'as fait, les Olympiques. Ça revient que l'équipe de France aux qui avait Olympiques, battu l'équipe américaine. Fait que ouais, le trash talk va plus loin que juste un match de basket New York contre Brooklyn. et de mémoire, là, Kevin Durant, dans ce premier match-là, avait été ordinaire contre la France. Oui, exactement. Puis Evan Fournier avait réussi, je pense, les paniers à la toute fin, si je ne me trompe pas, puis il avait bien joué avec l'équipe de France. Mais c'est Jamal Crawford qui tweetait cette semaine que je pense qu'il n'a jamais vu une semaine aussi folle en termes de performance individuelle dans la NBA. Ouais, Je parle des 53 points de Kevin Durant. Hier, Karl Anthony Towns, je pense qu'il a fini. ouais, Moi, j'ai arrêté de regarder. Il était à 58 points au troisième quart contre les Spurs, mais je pense qu'il a terminé à ouais. 60 ou 62, là, si je ne me trompe pas, je n'ai pas regardé. 62. Euh, fait que, tu sais, c'est incroyable là, comme statistique. Là, il rejoint genre Will Chamberlain puis Shaquille O'Neal comme joueur de centre. On s'entend que c'est pas les mêmes joueurs de centre là, quand Anthony Towns est capable de tirer de l'extérieur. Mais c'est toute une performance. Mais si on revient au 60 points, en fait, match 60 max, Brooklyn, 60. 60, si on revient, Ouais. on dit à l'oreille 60 points, c'est ça? Si on revient au match de Brooklyn contre les Knicks, je pense que moi j'ai regardé ce match-là parce que Kyrie Irving avait acheté des billets pour aller voir le match parce Ouais. que tu as le droit, comme New-Yorkais, de ne pas avoir Tu peux aller au tes 2 match vaccins, d'aller sans voir être le match, vacciné. tu peux être là, sur place, mais tu n'as pas le droit de jouer. Et Kevin Durant qui a dit par la suite, je pense que le maire de New York peut avoir le spotlight sur lui et tout ça, mais tu vois que c'est Ouais. rendu Ça, je fais n'importe attention. quoi, là, cette saga-là. Donc, c'est Et les Nets, d'ailleurs, difficile. Max, qui ont été mis à l'amende. Oui, exactement. Et Et Kyrie est je allé pense dans que le vestiaire à la demi. 50 000 bidous, je pense, Ouais, ou 50 quelque 000. chose comme ça, là, Ouais, j'ai vu. exact. Ouais. Fait que, tu sais, le soap opera Kyrie continue, mais je pense que si je reviens à Kevin Durant, je pense pas que c'est sa place de dire ces commentaires-là. Tu sais, la COVID, c'est quelque chose de sérieux, là. Moi, le premier le sait, là. Il y a des gens qui peuvent mourir de ça, puis, tu sais, eux, c'est comme s'ils veulent s'en laver les mains. Je comprends que le règlement est un peu flou, là, que Kyrie peut assister trois rangées en arrière à un match, mais qu'il ne peut pas venir jouer sur le terrain. Mais le règlement est le règlement, puis il faut quand même le suivre. Comme je te dis, la COVID, c'est la COVID, il faut la prendre
sérieux. Fait que je pense pas que Kevin Durant. Je pense que Kevin Durant aurait simplement dit sans commentaire, puis parlez-moi de mes statistiques de mon match, puis la victoire qu'on vient d'avoir contre les Knicks, mais je pense que c'était un peu déplacé, là, si je peux me permettre. Oui, tout à fait, Max. Donc, voici qui complète cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode du 15 mars. On remercie donc le nouvel entraîneur, le tout premier entraîneur de l'Alliance de Montréal, Vincent Lavandier. Un gros merci également à William Archambault pour avoir pris le temps de nous parler ce matin de ses meilleures anecdotes reliées au March Madness. Will a eu la chance d'y aller à 2 reprises. On vous rappelle également que tous les matchs du March Madness, donc du tournoi de la NCAA, vous seront présentés sur le web, sur RDS Direct et ou RDS en direct, donc sur le rds.ca. Donc, on vous invite à vous rendre sur le site web de RDS pour visionner tous les matchs du March Madness, notamment ceux de Bénédicte Mathurin qui amorcera son tournoi vendredi, le 18 mars, à compter de 19h27. Adversaire toujours à être À déterminé. déterminer. Oui, exact. Donc, on espère évidemment que Bénédicte Mathurin se rende le plus loin possible et pourquoi pas terminer sa carrière universitaire avec un championnat national américain. Max Boudreau, encore une fois, toujours un plaisir de faire ce balado en ta compagnie. On vous rappelle que notre prochain rendez-vous, ce sera dans 2 semaines, donc mardi le 29 mars 2022. Encore une fois, Max, on se voit bientôt dans une autre édition du balado du Centre-Ville, tout simplement à RDS. Salut tout le monde!